Rejeté. J'ai reçu de M. Jean-Luc Mélenchon et des membres du groupe de la France Insoumise une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91 alinéa 6 du règlement. La parole est à M. Éric Coquerel. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, vous n'allez pas vous plaindre, hein. Vous avez au moins une opposition qui vous fait des propositions alternatives. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je voulais commencer par une toute petite réponse à Monsieur Darmanin, même si sa réponse était davantage à mon président Jean-Luc Mélenchon, sur le fait que, vous savez, en dehors des dictateurs et des totalitaires, dans le degré de dangerosité, je crois qu'il n'est pas pire dirigeant que ceux qui finalement s'aveuglent sur la réalité parce qu'ils nous privent de ce qui justement est nécessaire pour la changer. Votre réaction tout à l'heure me faisait un petit peu penser, Monsieur Darmanin, vous savez, à tous ces économistes libéraux qui n'ont pas vu arriver la crise spéculative de 2008, mais qui après tous nous ont expliqué pourquoi elle devait forcément arriver. Et je vous rappelle, pour comprendre le mécanisme, comprendre ce qui arrive à notre planète, que le fait que l'économie financière soit toujours plus décalée par rapport à l'économie réelle, ce n'est pas juste des mots. C'est que cette économie financière, ce capitalisme financiarisé, cette financiarisation de l'économie, elle appuie sa force, sa richesse en exploitant justement tous les producteurs de richesse que nous appelons l'économie réelle. Le jour où l'écart est trop important, eh bien inévitablement cette bulle explose. C'est ce qui s'est passé en 2008 et oui, et je le regrette d'ailleurs, et nous nous retrouverons pour en parler, Monsieur Darmanin, j'espère le plus tard possible, c'est ce qui arrivera également à notre pays et à tous les pays du globe d'ici peu. Je voulais, tout à l'heure, vous avez utilisé une métaphore maritime, c'est aussi un domaine qui m'est cher. Alors je voudrais, chers collègues, pour cette dernière explication de motion, vous inviter à prendre le large, à regarder vers d'autres horizons qui seront ceux que nous ouvrirons quand nous gouvernerons ce pays le plus rapidement possible. Nous avons en effet la faiblesse de penser que s'opposer, c'est aussi répondre par une alternative à la politique que vous menez, d'où le contre-budget que nous avons tenu à présenter au cours des débats concernant tant le budget 2018 que la loi de finances 2018-2022. C'est un budget, bien évidemment, nous ne disposons pas de toute l'administration, de toutes les forces et les capacités de l'État, mais nous avons en notre sein, à France Insoumise, beaucoup d'économistes, de hauts fonctionnaires, des experts qui ne peuvent pas toujours, pour des raisons, on le comprendra, de discrétion, donner leur nom, mais qui nous ont permis de présenter ce qui serait effectivement l'alternative et ce qui nous permettra, j'espère rapidement, de le présenter en tant que membre du gouvernement. Ce budget est prudent, nous l'avons voulu ainsi, c'est-à-dire que nous avons pris des hypothèses qui le rendent le plus réaliste possible à vos yeux. Par exemple, nous avons choisi de ne retenir que l'idée que nous ne récupérerons que la moitié de l'évasion fiscale dont souffre notre pays tous les ans, 80 milliards. Nous avons donc tablé qu'en renforçant l'administration fiscale, en prenant des réelles mesures contre les banques qui continuent à travailler avec les paradis fiscaux, en mettant fin au verrou de Bercy, etc., nous pourrons récupérer 40 milliards. Nous avons aussi choisi, dans les différents scénarios que propose le FMI, quand on met 1 euro de dépenses publiques dans l'économie, de ne retenir que le scénario le plus bas, c'est-à-dire le fait qu'elle rapporte 1,4 € par euro investi. Enfin, nous avons aussi choisi, quelque part, entre guillemets, de jouer les règles de votre jeu, et nous n'avons pas pris en compte ce que nous ferions si demain nous gouvernions, les retombées positives attendues du protectionnisme solidaire, du processus européen de renégociation de la dette, avec le fait d'une banque centrale qui ne serait plus enfin indépendante de l'État et de la politique. Ce budget, il repose, j'allais dire, sur 3 trépieds. Le premier, c'est le fait de pouvoir disposer de 170 milliards de recettes en plus. 170 milliards de recettes en plus que nous mettrions au service des dépenses publiques nécessaires qui, j'allais dire, ne serait pas très radical comme chiffre, puisqu'il s'agirait en réalité de revenir aux années d'avant Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire toutes ces 10 ans que nous venons de connaître,
où les dépenses publiques ont été baissées, ainsi que les recettes de l'État. Nous ambitionnons également, ce troisième chiffre, d'investir 100 milliards d'euros, qui sont bien différents des 27 milliards que vous vous promettez d'investir, notamment pour la transition écologique, et que nous assumons de payer par la dette. Commençons donc par la présentation des recettes. Vous avez décidé d'augmenter la CSG, nous l'avons dit, c'est un impôt injuste puisqu'il est non progressif. Nous rendrons donc la CSG progressive dans le plan de révision et de révolution fiscale que nous proposons d'appliquer. Concernant l'impôt sur le revenu, vous décidez de ne toucher à rien, mais les 5 tranches de cet impôt pèsent actuellement sur les classes moyennes. Nous créerons donc 9 nouvelles tranches pour un système avec 14 tranches d'impôt comme c'était le cas jusqu'en 1986. Ce nouveau barème sera ainsi plus progressif, tout le monde paiera l'impôt sur le revenu, mais à hauteur de ses moyens. Notre réforme de l'imposition des revenus va bénéficier aux 91% des Français qui gagnent moins de 4 000 €, tandis que nous mettrons les plus riches à contribution. Ce sera pour eux un effort de solidarité nationale nécessaire pour faire face aux urgences sociales et écologiques. Cette réforme rapportera 10 milliards d'euros supplémentaires à l'État. Concernant la TVA, nous souhaitons créer un nouveau taux de TVA grand luxe qui rapportera près de 5 milliards d'euros. Ainsi, le taux de TVA sur les biens de luxe passera de 19,6 à 33%, un taux majoré qui, je le rappelle, existait jusqu'en 1992. Notre contre-budget prévoit également un renforcement du barème de l'ISF. Vous constaterez que nous ne songeons pas, comme vous, à l'amputer des 2/3, mais aussi un élargissement de son assiette pour, quelque part, rendre plus progressif cet impôt entre les très riches et les un peu moins riches. Nous prévoyons aussi de mettre en place un héritage maximum, tout simplement parce que se crée dans ce pays depuis plusieurs décennies ce qu'il convient d'appeler une véritable noblesse d'argent. Comme vous le savez, la part du patrimoine dans l'enrichissement des Français n'a cessé d'augmenter, quasiment doublé en 30 ans, et évidemment à l'avantage des plus fortunés de ceux-ci. Nous prévoyons également de supprimer une grande partie des niches fiscales antisociales et écologiques, ce que se fixe l'Assemblée nationale chaque année, mais sans se donner les moyens d'y parvenir. Nous estimons donc que nous pourrons réduire de 49 milliards d'euros la baisse de ces niches fiscales. Enfin, nous prévoirons une taxe énergétique qui pèsera sur le kérosène du transport aérien ainsi que sur les entreprises les plus coûteuses en matière de changement climatique et de réchauffement du climat. Nous renforcerons, je l'ai dit, la lutte contre la fraude fiscale en en faisant l'une de nos priorités, ce qui pourrait rapporter 40 milliards d'euros supplémentaires. Et je voudrais répondre par votre intermédiaire à l'économiste, enfin, entre guillemets, parce que je crois qu'il n'a rien d'économiste, M. Langlais, qui sur France 2 avait le culot de considérer d'inclure ces milliards dans le calcul des hausses d'impôts, alors que nous pensons qu'il s'agit simplement de remettre un peu de justice dans ce pays. Enfin, pour arriver aux 170 milliards d'euros de recettes supplémentaires, nous comptons sur le cercle vertueux provoqué justement par un investissement dans la dépense publique et qui devrait rapporter, en termes de recettes supplémentaires, via des cotisations et impôts qui pourraient être payés par davantage de monde, des dépenses sociales qui seront moindres, par exemple, du fait de la réduction des chômeurs, 55 milliards à l'économie. Passons maintenant aux dépenses. Comme je viens de vous le présenter, l'application du programme L'Avenir en commun génère des nouvelles recettes qui permettent du coup d'équilibrer de nouvelles dépenses hors investissement. Nous voulons une relance de l'activité économique de manière écologiquement non seulement soutenable, mais de manière, j'allais dire, intelligente et permettant justement de réduire notre dette écologique. Ça ne suffira pas à réparer, certes, l'ensemble des dégâts de la crise et à répondre à notre ambition fondamentale d'en finir avec la pauvreté, mais nous ambitionnons en 5 ans de nous orienter vers une bifurcation du modèle de production. Il faut pour cela davantage de moyens publics au service d'une planification écologique. Globalement, on augmente de manière équilibrée la part des prélèvements obligatoires et de la dépense publique dans la richesse totale. Au bout de 5 ans, chaque année, nous aurons ainsi 173 milliards de ressources supplémentaires qui permettront une dépense de 160 milliards de dépenses supplémentaires, à l'inverse de votre logique qui vise à baisser les dépenses de 80 milliards. Nous voulons ainsi rétablir la retraite à 60 ans. Je rappelle que, d'ailleurs, toutes ces réformes, que ce soit celle de Sarkozy ou Nicolas Sarkozy ou les précédentes, qui nous ont convaincus qu'il fallait toujours plus travailler plus loin pour permettre le redémarrage de l'emploi,
ont provoqué, et là tous les chiffres sont très clairs là-dessus, le fait qu'il y a une explosion du chômage parmi les travailleurs seniors, du fait même que le fait de ne pas pouvoir partir à la retraite à 60 ans vous oblige à continuer, non pas à travailler, mais malheureusement souvent à cotiser à Pôle emploi, tout simplement parce que l'emploi ne se crée pas de manière magique pour les personnes qui approchent de l'âge de la retraite. Nous assurons donc la retraite à 60 ans à taux plein, ainsi qu'une pension de retraite qui ne peut pas être en dessous du niveau du SMIC, car nous ne voyons pas comment nous vivons dans ce pays, qui plus est quand il n'y a pas, j'allais dire, d'avenir et d'espérance sociale du fait d'être à la retraite en dessous du niveau du SMIC. Nous revalorisons également l'ensemble des minima sociaux afin que personne ne soit en dessous du seuil de pauvreté dans ce pays qui reste quand même la 5e puissance économique au monde. Nous lancerons un plan zéro sans-abri avec la création de nombreuses places au centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Nous financerons une éducation publique gratuite avec une cantine 100% bio. Nous recruterons les enseignants qui sont nécessaires. Nous ferons les places nécessaires à l'université plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire d'adapter le nombre d'étudiants à une politique d'austérité dans les universités. Nous augmenterons les embauches dans les emplois publics. Nous mettrons en place un système efficace de lutte contre le chômage, à rebours du plan que vous nous prévoyez pour le premier trimestre et qui va s'avérer catastrophique non seulement pour les chômeurs, mais pour l'ensemble de l'économie. Nous venons donc de présenter nos recettes et nos dépenses qui s'équilibreront. Nous assumons un plan d'investissement de 100 milliards qui sera payé par la dette. Je ne reviendrai pas sur la démonstration sur la dette que vient de faire Jean-Luc Mélenchon. C'est évidemment une dette qui sera avant tout au service de la transition écologique. Selon le FMI, je vous le rappelle, encore une fois, cette dépense publique mise au service de la transition écologique, mise au service des besoins sociaux, rapporteront en réalité à l'économie. Il suffit de comprendre que quand vous mettez de l'argent dans le bâtiment, de l'argent dans la construction sociale, que vous prévoyez de construire 1 million de logements sociaux en 5 ans, eh bien vous faites vivre le BTP. Et parmi cet investissement de 100 milliards, nous utiliserons 50 milliards dans l'isolation thermique des logements, le développement des énergies renouvelables, qui, quoi que vous disiez, quoi que soit annoncé, sont toujours à un état proche, notamment au niveau marine, proche malheureusement du zéro, d'ailleurs de zéro à l'heure où je vous parle, et bien différente de ce qui se passe dans la plupart des pays d'Europe du Nord. Le plan du gouvernement est censé également développer les énergies renouvelables, je viens de le dire, nouveaux transports. C'est nous qui les mettrons ainsi en application avec cet investissement. 45 milliards seront consacrés à l'urgence sociale. Nous augmenterons, je l'ai dit, la construction de logements publics qui sont absolument nécessaires. Nous ouvrirons davantage de places en crèche et en maison de retraite. Nous rénoverons les prisons. Je dois dire que la meilleure manière de regarder l'état d'une république, c'est de regarder l'état de ses prisons et de la dignité que l'on accorde aux détenus. Et de ce point de vue-là, il y a de quoi s'interroger justement sur l'état de notre République, tant celles-ci, très souvent, sont une honte. De plus, nous n'avons pas à craindre que cet argent public soit investi hors de nos frontières. En effet, la relance par l'investissement public est intelligente puisqu'elle est moins intensive en importation qu'une relance par la consommation. Par exemple, le bâtiment, l'un des piliers de notre plan d'investissement, est également un des secteurs les moins utilisateurs de ressources importées. De plus, la redistribution des richesses diminuera le poids des importations puisque, comme vous le savez, les plus pauvres consomment moins de produits importés que les plus riches. Enfin, par la planification écologique, nous pourrons créer des filières nationales en matière d'énergie renouvelable, ce qui permettra là aussi à moyen terme de relocaliser l'activité, mais qui passera aussi par la renationalisation de certains secteurs. Je pense notamment à la production d'éoliennes marines. L'abandon de l'austérité que nous prévoyons permettra enfin de sortir de la crise économique. L'activité devrait donc croître en moyenne, selon nos calculs, de 2,1% par an sur 5 ans par rapport au scénario actuel de finances publiques. Nous prévoyons 2 millions d'emplois créés sur 5 ans, la moitié dans le secteur privé du seul fait de la relance, l'autre à partir des embauches de fonctionnaires, en revenant tout simplement, là aussi, aux années d'avant Nicolas Sarkozy et cette politique délétère qui a visé à supprimer l'emploi d'un fonctionnaire sur 2 parti à la retraite. Et nous voulons aussi procéder avec des contrats coopératifs que nous allons proposer dans le cadre de l'État employeur en dernier ressort. Le taux de chômage passera donc à 6% en 2022. Notre déficit moyen annoncé sera de 3,3% du PIB, c'est beaucoup mieux que sous François Hollande, 3,6%. Et mieux au terme d'un quinquennat, on arrivera à 3% de PIB et à une dette au sens de Maastricht à 87,1% contre 96,3%. Vous constaterez donc que nous disposons là d'un budget à même de relancer l'activité économique du pays
et, j'allais dire, de tracer une voie en avant sur une bifurcation écologique. 2 modèles sont donc sur la table, le ruissellement et le libre-échange que vous voulez mettre en place. De l'autre côté, la redistribution, la relocalisation et l'investissement public. Vous avez compris qu'au budget des ultra-riches que vous allez voter, nous espérons bientôt pouvoir mettre en place le budget de l'intérêt général. Je vous remercie. Merci. Pas de demande de prise de parole.